Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le contrat de désendettement et de développement CDD à 10 ans, une décennie d'action de développement dans divers secteurs célébré cette semaine à Abidjan. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, par ailleurs président du comité d'orientation et de suivi du CDD, salue l'excellence des relations de coopération ivoiro-françaises. La pose de la première pierre du centre de données national a eu lieu dernièrement dans la commune de Makori. Le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation travaille avec une entreprise américaine de technologie pour répondre au programme de digitalisation du gouvernement. Et la CAN avance et la sécurité se renforce dans les villes de Côte d'Ivoire. À Korogo notamment, une patrouille mixte composée de l'armée, de la gendarmerie, de la police, des douanes et des eaux et forêts sillonne chaque jour la ville. L'objectif est de permettre à la population de vaquer sereinement à ses occupations. Enfin, à l'étranger, à Madagascar, le président Andry Rajoelina a prêté serment aujourd'hui pour un second mandat. Sa réélection au premier tour est contestée par l'opposition qui a boycotté le scrutin. Andry Rajoelina s'engage à gérer le pays dans l'intégrité et l'intérêt de tous les Malgaches. Et soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous aurons bien sûr la page culture, mais on commence tout de suite par le CDD. Comme je l'annonçais tantôt, le contrat de désendettement et de développement CDD à 10 ans, une décennie d'action de développement qui a été donc célébrée cette semaine à Abidjan. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, par ailleurs président du comité d'orientation et de suivi du CDD, salue l'excellence des relations de coopération ivoiro-française. Abdoulaye Koné, Adama Kiri. C'est une décennie de collaboration fructueuse entre la Côte d'Ivoire et la France, célébrée avec la jeunesse ivoirienne dans toute sa composante. Le directeur Afrique de l'Agence française de développement a largement retracé le parcours du contrat de désendettement et de développement, un outil qui permet à la Côte d'Ivoire de réussir ses projets structurants au bénéfice des populations. Le CDD nous a permis d'être au rendez-vous et d'appuyer fortement le redressement de l'économie ivoirienne et le relèvement de l'administration. Les résultats en sont visibles aujourd'hui dans plusieurs secteurs clés de la société et de l'économie ivoirienne, représentés ici par les différents stands. Tous ces résultats traduisent des réalisations concrètes et tangibles qui ont un impact positif pour les bénéficiaires et qui améliorent leurs conditions d'existence, ce qui est, faut-il le rappeler, la finalité du développement. Le CDD est ainsi un formidable levier d'accompagnement des politiques publiques ivoiriennes sur l'ensemble du territoire et au bénéfice de toutes et tous, sans discrimination. Quand il prend la parole, le chef du gouvernement salue l'une des coopérations économiques les plus abouties entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est le lieu de saluer les autorités françaises à travers vous, monsieur le directeur Afrique, monsieur le directeur national du CDD et à travers toute la délégation qui vous accompagne. Au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour ces appuis significatifs qui ont permis à la Côte d'Ivoire de se construire à nouveau, de se désendetter vis-à-vis de la France, de se développer et de lutter contre la pauvreté. Pour les 10 ans du mécanisme financier, le président du comité d'orientation et de suivi du C2D a mis en avant le capital humain, la jeunesse ivoirienne. L'année 2023 a été proclamée par le président de la République année de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Avec le concours que vous nous apportez, la Côte d'Ivoire vous donne l'assurance que la transformation de la jeunesse, des activités de tous les ministères est en marche. Et le CDD numéro 3
trace les jalons du renforcement de notre coopération avec la France. Nous devons continuer sans relâche à œuvrer davantage pour que nos populations soient satisfaites et que les Ivoiriens voient les actions concrètes qui marquent la volonté du président Alassane Ouattara de donner à la jeunesse d'être fière d'elle-même et aux populations ivoiriennes de vivre heureux. Une journée de célébration pour retracer 10 années marquées par des réalisations significatives qui touchent les Ivoiriens dans leur quotidien. Et nous partons à présent pour Yamoussoukro. Le ministre du Budget des Finances était aujourd'hui face aux sénateurs, membres de la Commission des Affaires économiques et financières du Sénat. Adama Coulibaly leur a présenté le projet de loi de finances rectificative du budget de l'État de l'année 2023 et noté que ce budget a été adopté en commission, comme nous le rapporte Herman Guivé. Le ministre des Finances, du Budget, Adama Coulibaly, face aux sénateurs membres de la Commission des Affaires économiques et financières du Sénat. Sa mission, présenter le projet de loi de finances rectificative du budget de l'État pour l'année 2023. L'exposé des motifs de ce projet de loi, comme son nom l'indique, rend compte des modifications enregistrées contre les prévisions initiales. Au terme de cette présentation pour adoption, les sénateurs ne manquent pas de réagir au président de la Commission des Affaires économiques et financières du Sénat de marquer le temps de l'adoption. Passons au vote, les sénateurs qui sont pour son adoption. Le projet de loi de finances rectificative du budget de l'État pour l'année 2023 est adopté par les sénateurs, membres de la Commission des Affaires économiques et financières. C'est un exercice obligatoire pour le gouvernement lorsqu'il y a un bouleversement dans l'équilibre budgétaire, dans l'équilibre financier, de venir présenter au Parlement les modifications, les changements qui ont été apportés. Et comme vous le savez, l'année 2023 a été une année un peu particulière. La Côte d'Ivoire a bénéficié d'un programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, avec des ressources conséquentes qui accompagnent donc ce programme économique, 603 milliards de francs CFA pour l'année. Nous avons également bénéficié d'appuis budgétaires venant de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, j'en ai parlé, mais aussi de la BAD et de l'Agence française de développement. Ce sont des éléments qui viennent donc conforter les recettes de l'État d'une manière générale. Mais parallèlement à ça, en face, nous avons eu à faire face à des dépenses d'investissement à hauteur de près de 500 milliards de francs CFA, justement pour investir dans des secteurs qui peuvent améliorer les conditions et la qualité de vie de nos populations. Nous avons eu également à faire des dépenses de soutien à nos cotonculteurs. Comme vous savez, le coton a souffert en fait de la maladie jacide. Donc on a dû apporter un soutien aux cotonculteurs à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Nous avons apporté également un soutien à notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Nous avons poursuivi également les actions visant à atténuer l'impact de la guerre en Ukraine sur nos populations. Nous avons soutenu les meuniers pour faire en sorte que le prix du blé soit amorti de manière à ce que le prix du pain, en tout cas au niveau de la boulangerie, ne puisse pas augmenter. Voilà tout ce qui a entraîné en fait les changements dans le budget. Donc il était important que nous venions présenter cela au niveau donc, des vénérables sénateurs. C'est un soutien franc qui montre effectivement que les vénérables sénateurs sont en soutien des actions du gouvernement en lien avec tout ce qui a été indiqué comme orientation en termes de budget. Nous avons intégré donc les montants que j'ai indiqués, surtout les dépenses additionnelles qui sont faites en lien avec ces ressources engrangées. Je crois que ça a été bien compris par les vénérables sénateurs qui montrent effectivement qu'ils sont avec le gouvernement, ils sont également avec les populations. Ce sont au total 500 milliards de francs CFA qui ont été investis dans des projets qui sont porteurs de progrès social pour nos populations. Les modifications induites se traduisent par une hausse globale nette du budget de l'État de l'année 2023 de plus de 814 milliards, portant son niveau à plus de 12 508 milliards contre 11 694 milliards initialement prévus.
On mène aussi des activités dans l'autre chambre du Parlement ivoirien. L'Assemblée nationale a abrité justement la journée parlementaire sur le financement des actes médicaux pour les victimes de violences faites aux femmes et aux filles. Et la rencontre s'inscrit bien sûr dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Konaté Moussa, Sylvestre Conan nous explique. Financement des actes médicaux pour les victimes de violences faites aux femmes et aux filles. La question est au cœur de cette rencontre à l'Assemblée nationale. Les acteurs engagés contre les violences faites aux femmes et aux filles sollicitent l'accompagnement des parlementaires dans le combat. Il s'agira de discuter de l'ensemble des procédures et moyens pour analyser, surveiller, discuter et vérifier le dispositif de lutte mis en place pour décourager les perpétrateurs de violences. La réponse se pose en termes de financement des actes médicaux posés sur les victimes survivantes de violences. Nous sommes convaincus que les honorables députés que vous êtes sont en mesure de faire obtenir des solutions aux problèmes de financement des actes médicaux. Selon l'enquête démographique de santé 2021 en Côte d'Ivoire, 13% de femmes ont subi des violences physiques et 4% des violences sexuelles. Pour la ministre Nassene Batouri, il faut davantage d'efforts pour freiner le fléau et la contribution des parlementaires est souhaitée. Nous devons, dans un esprit de solidarité, agir ensemble pour mettre fin à l'impunité d'une part et d'autre part, s'assurer que chaque victime reçoive les soins nécessaires pour se rétablir et se reconstruire. Un appel aux parlementaires bien entendu par le vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le président Adama Bictogo. L'Assemblée est engagée dans ce programme. La preuve, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a même diligenté une mission à l'extérieur pour des députés qui sont allés bien se former sur cette problématique du financement. Cette rencontre parlementaire sur le financement des actes médicaux pour les victimes des violences faites aux femmes et aux filles s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles. Bientôt, les fêtes de fin d'année. Justement, l'opération Épervier 9 entre dans sa phase active pour la sécurisation de ces fêtes. Comme nous l'explique Suleiman Donisongou, son reportage est commenté pour vous par Issa Tchounan Yeo. L'opération Épervier 9 en marche dans le Grand Abidjan. Dans sa mise en œuvre, le général Siaka Dosso, préfet de police du district autonome d'Abidjan, est à la manœuvre. Il souligne l'importance de cette allure patrouille. Après le lancement officiel des opérations Épervier 9 dans la commune de Yopougon, il était de notre devoir, en tant que responsable opérationnel du district d'Abidjan, de venir nous acquérir du comportement et du dispositif mis en place à Yopougon au nom de M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au nom de M. le directeur général de la police nationale et du commandant supérieur de la gendarmerie. Nous sommes heureux. Nous avons vu nos éléments ensemble, police, gendarmerie, travailler en symbiose. C'est ce que nous demandons et c'est comme cela que nous allons sécuriser les fêtes de fin d'année et la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire abrite la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football du 13 janvier au 11 février 2024. L'opération Épervier 9 revêt une particularité en tant que mesure de sécurité proactive avant cet événement majeur. Tout Abidjan, tous les chefs de district sont à pied d'œuvre. Les rames que vous avez vues se déroulent dans toute la ville d'Abidjan pour rassurer les populations. Nous allons avoir encore l'apport considérable des forces de police, la force considérable des forces de gendarmerie et même nous allons monter pour avoir l'appui des forces armées de Côte d'Ivoire pour que toutes les populations, tous les supporters qui viendront en Côte d'Ivoire se sentent rassurés. Cette initiative implique le déploiement de 1500 soldats à Abidjan et 1700 à l'intérieur du pays, composés de policiers et de gendarmes, dans le but de renforcer la sécurité à travers des patrouilles et des mesures préventives.
La sécurisation renforcée, la CAN avance à grands pas. La sécurité, vous l'avez vu, se renforce dans la ville de Côte d'Ivoire, à Korogo notamment. Une patrouille mixte composée de l'armée, de la gendarmerie, de la police, des douanes et des eaux et forêts sillonne chaque jour la ville. Et l'objectif, bien sûr, est de permettre à la population de vaquer sereinement, tranquillement à ses occupations, nous dit Ami Sissoko. Traditionnellement, les périodes de fin d'année sont des périodes assez sensibles du point de vue sécuritaire. Depuis quelques jours, les forces de défense et de sécurité de Korogo à pied d'œuvre pour sécuriser les fêtes de fin d'année et la Coupe d'Afrique des Nations dans le Poro. À leur tête, le général de brigade Zoumana Ouattara, commandant la zone opérationnelle nord et la 4e région militaire. Sa traditionnelle patrouille mixte sillonne chaque soir le département de Korogo jusqu'au petit matin, au grand bonheur des populations. Nous allons accueillir vraiment un événement qui sera vraiment grandiose pour la Côte d'Ivoire. Donc une patrouille, c'est vraiment nécessaire pour assurer la sécurité de toutes ces personnes-là vivant à Korogo et assurer aussi la sécurité des étrangers qui viendront aussi, c'est à saluer. Du moment où il y a la sécurité, on peut se sentir en paix, tranquille et puis sortir, faire ses activités. Il s'agit pour cette patrouille mixte composée de l'armée, la gendarmerie, la police, accompagnée des douanes et des eaux et forêts, de garantir non seulement la sécurité des populations, mais également de se préparer à faire face à toute situation éventuelle. C'est le début d'une série de patrouilles dont le but est de driller nos hommes à l'endurance et surtout à la capacité de réaction face à des situations éventuelles. Dans les étapes à venir, nous envisageons créer des situations et apprendre aux hommes à adapter la bonne posture pour faire face à ça. Garantir la sécurité des populations nécessite aussi leur implication selon le général de brigade Zoumana Ouattara. La Côte d'Ivoire, comme bien des pays, est en proie à la menace terroriste. Et le terrorisme, nous tous, nous savons comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'il est important que la population puisse contribuer efficacement à travers le partage de l'information pour nous permettre d'agir en anticipation avant que des événements ne se déroulent. Cette opération se poursuivra jusqu'à la fin de la CAN en février 2024 pour des fêtes de fin d'année sans incident et une CAN réussie dans la capitale du Poro qui abritera la poule E. Voilà, très belle CAN qui s'annonce dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La pose de la première pierre du centre de données national a eu lieu dernièrement dans la commune de Makori. Le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation travaille avec une entreprise américaine de technologie pour répondre au programme de digitalisation du gouvernement ivoirien. Michel Kouadio, Jean Magagi. Pose de première pierre à l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences. Une initiative qui matérialise la future cité administrative du numérique. Le temps est ainsi donné pour la digitalisation à grande échelle de l'administration ivoirienne. D'une superficie de 20 000 hectares, cet espace abritera le data center ou encore le centre de données national. Il hébergera les systèmes, applicatifs et données de l'État et toutes les entités de l'administration publique. Le data center est une infrastructure de pointe de niveau tier 3 et il sera donc conforme aux normes internationales les plus strictes en termes de haute disponibilité et de redondance. Avec une superficie de 20 000 m², il sera doté de 2 fois 400 armoires, c'est-à-dire les racks, d'une puissance énergétique d'1,5 MW et de capacité de stockage de plus de 2200 terabits. Le montant de l'investissement alloué à cet important projet est de 60 millions de dollars, soit un peu plus de 36 milliards de francs CFA. Le data center national, puisque c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, symbolise notre quête de souveraineté numérique. C'est un consortium de compagnies américaines venues travailler en Côte d'Ivoire. Cela fait exactement 1 an que le président Biden s'est adressé aux chefs d'État des pays africains lors du sommet États-Unis-Afrique et il avait promis que Sébastien et ses partenaires viendraient travailler pour permettre le développement de l'économie numérique.
Et Dieu voulant, nous voilà une année après, ici, célébrant le data center qui est un cornerstone pour l'économie digitale. Les travaux de la Cité administrative du numérique, fruit d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, s'achèveront au bout de 12 mois. Et à Abidjan, la conférence des présidents des ordres des architectes de l'espace UEMOA vient de se tenir. Il y avait au menu les questions de développement des villes en Afrique subsaharienne ainsi que les honoraires des architectes. On en sait plus avec Dangui Dangui. Quartier précaire, construction anarchique, effondrement d'immeubles. Les villes des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA se développent parfois au mépris de l'obligation de s'attacher les services d'un architecte avant toute construction urbaine. Constat que partage amer le président de l'Ordre des architectes du Sénégal. C'est en fait, alors que les textes dans nos différents pays sont assez clairs. Sur la récurrente question du coût réputé élevé des interventions des architectes, Jean-Augustin Carvalho n'est pas de cet avis. Une mission d'architecte qui consiste aux études, à la sélection des entreprises et à la supervision des travaux jusqu'à son achèvement varie autour de 9 à 7% du coût des travaux. Ça vous donne très rapidement une construction qui fait 10 millions. L'architecte sera rémunéré à autour de 800 000 francs. Le président de l'Ordre des architectes du Sénégal est en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une rencontre extraordinaire de la conférence des présidents de l'Ordre des architectes des États membres de l'UEMOA. Le plus grand défi est celui du développement durable. Et en architecture, un certain nombre d'objectifs ont été identifiés, définis à travers les différentes rencontres qui se sont tenues afin que nous puissions tous entrer dans cette véritable dynamique. Nous ne voulons pas rester en reste. Ordre du jour de cette conférence, examen et adoption du projet de la valise pédagogique type de la formation des architectes de l'espace UEMOA. Voilà, on va parler maintenant de décoration au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Vous allez le voir, ont été décorés 38 commandeurs, 60 officiers et 108 ont été faits chevaliers. Sephora Zegui pour les détails. La Côte d'Ivoire, reconnaissante à ses filles et fils qui travaillent d'arrache-pied pour hisser haut le secteur de l'enseignement supérieur. 206 personnalités élevées à l'ordre du mérite de l'éducation nationale, 38 au grade de commandeur, 60 officiers et 108 chevaliers. Nous sommes fiers pour toute la communauté universitaire parce que c'est tous ensemble que nous pourrions avancer, c'est tous ensemble que nous pourrions arriver à atteindre l'excellence, à atteindre un enseignement supérieur performant. C'est un sentiment de fierté, de joie qui m'anime aujourd'hui. Je voudrais vraiment dire que je mériterai cette distinction en redoublant d'efforts, en donnant toujours le meilleur de moi-même et en étant un exemple pour mes collaborateurs. Parmi ces acteurs, des enseignants, le personnel administratif et technique, mais également le ministre Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et l'inspecteur général d'État, Théophile Awa-Ndoli. Mais c'est bien sûr une fierté, parce que n'oubliez pas ce que Nelson Mandela disait. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer un monde. Oui, je suis heureux de participer à la confection, j'allais dire, de cette arme-là. Faire en sorte que les générations futures aient l'arme nécessaire pour changer nos pays, pour changer notre continent africain, pour changer le monde. Pendant quelques décennies, nous n'avions qu'une seule université. Ensuite, nous sommes passés à 3 universités. Aujourd'hui, nous sommes à une dizaine d'universités. Nous voyons le rythme avec lequel les universités sont construites au niveau des murs, mais nous voyons également tous les efforts qui sont faits pour améliorer la qualité de l'enseignement. Je voudrais dire qu'il peut être assuré du soutien du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ces médailles sont une distinction qui érige les valeurs de fidélité, d'engagement, de discipline, de travail et d'attachement à la nation au rang de principe sacerdotal, selon le ministre Adama Diawara. Il est normal que ces personnels-là qui sont à la tâche au quotidien dans l'ombre, que ces personnels-là donc soient reconnus et magnifiés, honorés et décorés. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ces récipiendaires-là sont des modèles auxquels les jeunes pousses vont s'identifier. Donc il y aura un effet d'entraînement qui ne fera que bonifier notre sous-secteur. L'Ordre national du mérite
récompense les mérites distingués acquis, soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée. Il se compose de 3 grades, commandeur, officier et chevalier. La distinction dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale vise à récompenser le travail de plusieurs années de labeur des acteurs engagés dans la promotion de l'éducation en Côte d'Ivoire. Le 8e congrès extraordinaire du PDCI RDA prévu se tenir aujourd'hui samedi 16 décembre à la maison du parti à Cocody a été suspendu et reporté par une décision de justice du tribunal de première instance d'Abidjan. Ce congrès, je rappelle, avait pour but de désigner le nouveau président du PDCI RDA. On en sait plus avec Jean Magagui. Longtemps attendu par les acteurs de la sphère politique, le nouveau président du PDCI RDA et successeur du défunt président Henri Konan Bédié ne sera pas connu aujourd'hui au 8e congrès extraordinaire. Ce matin, les congressistes ont tenté d'investir le siège du parti à Cocody, mais en vain. En face, les forces de l'ordre assurent la sécurité des lieux et exécutent la décision de justice. Le 8e congrès extraordinaire est suspendu et reporté par une ordonnance en référé du tribunal de première instance d'Abidjan suite à une requête de 2 membres du bureau politique du parti. L'exclusion du congressiste, des doublons sur la liste provisoire publiée par la direction intérimaire et risque de troubles à l'ordre public ont été dénoncés et évoqués par ces tiers. Informée de cette décision de justice, la direction intérimaire du PDCI RDA a appelé ses militants au calme et à la sérénité. Et plus loin à Dubaï, on rappelle la COP 28 qui vient de se tenir. On retient que les changements climatiques ont un impact important sur les ressources en eau et entraînent des déficits d'humidité du sol et une réduction de la disponibilité de l'eau pour les écosystèmes, l'agriculture et la consommation humaine. Et bien pour trouver des solutions, justement, l'Office national de l'eau potable, la SODEXAM et le ministère des Eaux et Forêts ont animé un panel. Des solutions ont été données. Elle nous explique Grace Kando qui revient de Dubaï. Changement climatique et sécurité de l'eau pour tous en Côte d'Ivoire. Un thème qui a fait l'objet d'un panel à la COP 28, organisé conjointement par l'ONEP, la SODEXAM et le ministère des Eaux et Forêts. Il ressort que les variations climatiques influencent le niveau des fleuves et des nappes souterraines, affectant ainsi l'accès à l'eau pour l'alimentation, l'agriculture et d'autres secteurs d'activité socio-économiques. L'eau qui tombe, il faut la gérer. Il y a la réutilisation des eaux usées. C'est un nouveau concept qui fait son chemin au niveau même de la partie nord de l'Afrique, mais c'est un concept que nous devons chercher à mettre en œuvre au niveau de notre pays. L'eau de pluie, par exemple, peut être utilisée pour les usages comme la lessive, comme le jardinage. Il faut éviter le gaspillage. Il faut prendre des mesures urgentes pour protéger ces ressources en eau-là contre la pollution. Sinon, on ne pourra plus disposer de produits halieutiques, on ne pourra plus utiliser cette eau pour la traiter, pour donner à la population, on ne pourra plus utiliser cette eau pour l'agriculture, on ne pourra plus utiliser cette eau pour le secteur hydroélectrique. Et donc, il était important que la population, mais surtout les acteurs, soient sensibilisés sur la question de la protection donc, de ces ressources-là. Pour atténuer les effets néfastes des changements climatiques sur les ressources en eau en Côte d'Ivoire, de nouveaux investissements s'imposent. Le changement climatique impose, dans le cadre de la nouvelle politique d'approvisionnement en eau potable, de dévancer ces questions en faisant des investissements relativement importants, notamment sur la maintenance des barrages, sur la création de nouveaux barrages pour pouvoir retenir les ressources qui deviennent de plus en plus rares. Je parle des ressources en eau. On a présenté quelque chose qui permette de mobiliser des financements de sorte à pas complètement juguler le mal, mais au moins en réduire les effets. Selon l'Office national de l'eau potable, la politique du gouvernement en matière de gestion des ressources en eau se décline autour de 6 axes stratégiques, notamment la promotion des mesures d'atténuation, d'adaptation et de résilience face au changement climatique, la mise en œuvre des mesures de protection des ressources en eau et l'instauration d'un système d'information sur l'eau.
Voilà, et notez cette page triste, Keke Loyo Christelle, l'institutrice arrachée à l'affection des siens. Vous vous souvenez, le 20 novembre dernier, à Gbatongouin, localité située dans la ville de Mans, a été inhumée aujourd'hui, samedi 16 décembre, à Aoutoué, son village natal. Et avant la douloureuse séparation, comme vous le voyez sur ces images, l'institutrice et son fils tués ont reçu l'ultime hommage de sa famille biologique, professionnelle, ainsi que du gouvernement ivoirien. La ministre Maria Tokone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a fait le déplacement aux côtés de la famille endeuillée. Il n'y a pas que nouvelles tristes, on va parler de littérature et bien sûr, c'est la page culture de ce 20h qui s'ouvre ainsi. Le combat d'une héroïne, si c'était une histoire vraie, c'est une œuvre de fiction, certes, mais qui interroge la sensibilité de tous et exhorte à la solidarité, à l'union, au pardon, à la résilience et au courage. Le métier d'artisan, que de passion, mais autant de difficultés. Le secteur est à organiser en dépit des initiatives existantes. Loin des rues calmes bruxelloises, en ce début d'après-midi, une ambiance bien chaleureuse à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Des furus de lecture venus des 4 coins de la Belgique découvrent la première œuvre littéraire de Marie-Laure Ungoran, journaliste présentatrice sur RTI 1, Le combat d'une héroïne. Et si c'était une histoire vraie? Souvent, on ferme les yeux sur la souffrance des autres. On ignore et on fait souvent semblant de ne pas entendre leur souffrance. Et moi, j'ai voulu écrire pour qu'on puisse être éveillé. Et Auré, dans sa maison, souffrait. Elle a souffert toutes les persécutions du monde. Mais à la fin, c'est une fin heureuse, mon roman. Parce que moi, j'aime les histoires qui se terminent en beauté. Pour que ce soit le parcours, certainement, de chacun de nous. Une fiction romanesque de 91 pages dédiée aux enfants orphelins, abandonnés et maltraités. Des mots qui prennent vie au fil des pages pour appeler à la résilience. C'est ce qui a séduit l'éditeur Moussa Traoré, lui-même journaliste. Et le public adhère au message de l'auteur, un style dépouillé qui se laisse lire et donne même quelques idées. Écoutez les mots de Marie-Laure Ungoran qui nous ont fait chaud au cœur, donc j'ai acheté le livre que je vais pouvoir partager avec mes élèves, parce que de profession, je suis directrice de la SECPA. Donc on va pouvoir le lire, le décortiquer, comprendre et inspirer tout ce féminisme combattant à nos élèves. Ce livre m'interpelle et me donne encore plus de force. Quelles que soient les souffrances qu'on peut traverser, il y a toujours au bout du tunnel. Moi je trouve que c'est très courageux d'écrire un tel livre, parce que quelque part, on pense déjà à un drame familial, à quelque chose qui s'installe, dont les gens n'osent pas parler. Ramener à soi sa fragilité pour en faire une force, la conviction de l'auteur est partagée. La journaliste-auteur entend poursuivre par-delà les frontières cette aventure livresque et somme toute culturelle. Voilà, et justement, ici en Côte d'Ivoire, une organisation internationale de l'artisanat est née. Il s'agit donc d'une cérémonie de lancement qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde de la culture. L'objectif est d'aider les artisans à valoriser leurs produits en Côte d'Ivoire ainsi qu'à l'extérieur. Et à Madagascar, le président Andry Rajoelina a prêté serment aujourd'hui pour un second mandat. Sa réélection au premier tour est contestée par l'opposition qui a boycotté le scrutin. Andry Rajoelina s'engage à gérer le pays dans l'intégrité et l'intérêt de tous les Malgaches. Il a dit, et je cite, « Je fais le serment de réaliser, suivant les normes en vigueur et dans l'intégrité, les nobles fonctions et la haute responsabilité du président de la République. » Fin des citations. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Nous recevons aujourd'hui une figure emblématique du coupé-décalé. Et quand les refrains tels que Faux Bara, la rue n'est pas une mère, prophétie, nos limites, le secret résonnent, on fait référence à une figure. On va montrer cette figure emblématique avec la complicité de la régie. Il s'agit bien sûr de Baby Philippe, l'artiste, chanteur, arrangeur qui fait briller, qui fait bouger la scène musicale depuis une décennie et demie maintenant. Hier, vous étiez en concert, Baby Philippe. Bonsoir.
Bonsoir, je suis un enfant béni de Dieu. Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Et il fera encore plus cette année. Bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir madame. Oui. Effectivement, nous étions au concert le 2 décembre dernier et c'était le feu. C'était le 2 décembre dernier. Oui. Pas hier donc. C'était le 2 décembre. Le 2 décembre dernier à la salle Louga François du Palais de la Culture de Trècheville. Si. Alors, bébé Philippe, quand je dis l'héritier du coupé décalé, que répondez-vous? L'héritier du coupé décalé, ça c'est fort ça. C'est fort? Oui. Mais on m'a dit que vous êtes très ambitieux, donc... c'est quand même difficile de porter ça sur le dos. C'est trop lourd après... c'est un peu lourd quand après même. Mais de la Chine, c'est lourd à porter, vous pensez, après Didier Arafat? C'est un peu lourd, oui, je l'avoue. Mais on fait ce qu'on peut, tant bien que mal, pour maintenir le mouvement, voilà, pour maintenir l'essence coupé décalé. Ouais. Et on dira, vous vous souvenez... le coupé décalé vivra toujours tant que bébé Philippe, tant que les autres sont là pour vous faire fredonner encore ces belles mélodies. Toujours. On va essayer de regarder ensemble ce reportage de Sèche pas comme Didi avec Franck Audio. Il retrace votre parcours qui est si bien. On va écouter. Merci. Faire de lance du coupé décalé, ou du moins l'un de ses dignes représentants, Bébé Philippe est au plan musical un artiste multidimensionnel, musicien, arrangeur, chanteur, voire compositeur. Originaire du sud de la Côte d'Ivoire, précisément de Sikensi, il est issu d'une famille d'artistes. Dès l'âge de 6 mois, Bébé Philippe faisait du rythme sur des boîtes de lait. Et cela à force de regarder son frère aîné apprendre à jouer de la guitare. À 5 ans, il pratique pour la première fois un instrument de musique et à 8 ans, il joue à la guitare. Puis au piano à l'église Baptiste Œuvre Mission, au sein duquel officie son père. En pleine adolescence, il embrasse l'arrangement musical, un talent qu'il peaufine aux côtés de l'arrangeur Freddy Assoba. À travers ses doigtés, il contribue au succès de certains premiers tubes de pas mal d'artistes ivoiriens. Boubaraba de Mix et Léo en 2007, American Soldier de DJ de Bordeaux. Sans oublier Kedivara, Arafat Didier, Dissé Plurel la Venom, la liste n'est pas exhaustive. Bébé Philippe, artiste-chanteur, compte à son actif plusieurs singles à succès. Freestyle, Balamba, Maman Loco, entre autres, sans oublier On The Track, son tout premier album de 16 titres sorti en 2020. Décoré chevalier dans l'ordre du mérite culturel, Bébé Philippe cède également plusieurs scènes en Europe, en Afrique et en Côte d'Ivoire. Bébé Philippe, vous avez promis ce soir de tout nous dire, de dévoiler même le secret. On dévoile tous les secrets. Oui. Voilà, et donc des moments forts qui ont jalonné vos 15 années de carrière. Alors, on vous a connu en tant qu'arrangeur avant de découvrir vos talents de chanteur. Dites-nous pourquoi et comment s'est opérée cette transition. C'est l'envie de rapporter quelque chose de nouveau à ce qui existait déjà. Parce que moi, je suis quelqu'un en fait qui aime essayer de nouvelles choses. Et de nouvelles choses. Donc, il m'arrivait de faire des productions dans lesquelles on retrouvait des sons d'ambiance coupés décalés. Et j'ai intégré à ces sons-là, je rajoutais à ça de la musique électronique. Donc, c'était un peu difficile pour les artistes avec qui je bossais dans le temps de poser là-dessus, qui n'acceptaient pas. Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'essayer. Et ça donnait le premier single, Freestyle. La 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 et bim. 2 semaines après que le single soit sorti, voilà, le public a bien accueilli et la carrière en tant qu'artiste-chanteur est lancée. Mais en 15 ans, vous comptabilisez 2 albums, un maxi-single. Pensez-vous avoir marqué davantage, vous pensez les mélomanes, par vos arrangements que par vos chansons? On va dire un peu des deux. Moi, je suis très à l'aise. Vous êtes plus à l'aise en arrangement, chanson, dans les deux? On va dire les deux parce que quand tu es dans le backstage, tu ne peux pas exprimer certains messages, tu ne peux pas véhiculer des messages. Donc, le fait d'être au-devant de la scène permet d'être en contact direct avec le public, ceux qui nous suivent. Voilà. Donc, vous pensez avoir marqué plus par la chanson ou par l'arrangement? Quand vous faites le bilan? Quand je fais le bilan,
Je vais dire les deux. Oui, les deux. Parce qu'il y a, on va dire, d'un passé très récent, j'ai été à la base de beaucoup de succès coupés-décalés, de musique de variété, mais aussi il y a pas mal de chansons de Bébé Philippe qui ont fonctionné, donc on va dire les deux. Oui. Vous-même, vous dites que vous êtes un faiseur de roi. Vous le dites même dans une de vos chansons, que vous n'êtes pas numéro 1. J'ai bien écouté cette chanson. Ah bon? Mais vous formez des numéros 1, donc des numéros 1. Alors, est-ce que vous vous adressiez à quelqu'un particulièrement avec cette chanson, avec ce message? Bon, je m'adressais à tous ceux qui essaient de me tacler. Vous savez, la vie n'est pas rose hein, dans le showbiz. Soit tu manges ou on te mange. Bon, moi, je suis quelqu'un qui ne se laisse pas manger. Et donc, voilà, j'essaie de réagir avec, je dirais, élégance, voilà, pour ne pas être trop... La loi des talions? Comment? La loi des talions, alors? Ouais, un peu, ouais. Ah bon? Alors, qu'avez-vous appris, Bébé Philippe, des hauts et des bas de votre parcours musical, 15 années? Oui. Une décennie et demie de carrière. Il y en a eu, vous savez, de hauts et de bas, de joie et de peine, de succès et d'échecs. Ainsi, la vie est faite. Donc, le plus important, c'est de pouvoir se relever à chaque fois qu'on est à terre. Et en 15 années de carrière, on a appris beaucoup. On a acquis de l'expérience, mais il faut retenir le côté positif. Et il y a eu beaucoup de victoires par la grâce de Dieu. Et c'est certain que nous irons de victoire en victoire. La preuve, le 2 décembre dernier, le public n'a pas boudé la performance et ils sont repartis bien contents. Et voilà, on essaie de toujours être au top, faire mieux que ce qu'on fait pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. Ouais. Alors, Bébé Philippe, parmi vos nombreux hits, existe une chanson qui a une signification particulière pour vous et dites-nous pourquoi. En fait... Vous en avez tellement les hits. on peut dire. En fait, moi, je m'inspire de ce que l'on vit au quotidien, des faits de société. Donc, chaque chanson pour moi est particulière, mais la chanson qui me décrit le mieux, c'est La Vraie Force. Voilà, c'est un peu comme ma biographie. Le virus de la musique en moi depuis tout petit, papa au son de sa guitare et les chants de maman qui versaient mes nuits. Donc, on va dire la vraie. Ouais. Et pourquoi, Bébé Philippe, quand on vous pose la question de savoir si vous êtes un artiste coupé décalé, souvent vous réfléchissez quelques secondes avant de répondre. Vous aimez dire, moi, c'est une musique, des sonorités uniques, des mélodies uniques. Pourquoi vous répondez ainsi à chaque fois? Mais le coupé décalé, je suis très reconnaissant envers le coupé décalé parce que le premier single que j'ai arrangé, c'était Prends Kokota. Après, il y a eu Boubaraba qui m'a fait connaître par le grand public. Et je suis un artiste qui fait du coupé décalé, mais qui ose tenter d'autres styles. Voilà, c'est ce qui fait ma particularité. Sinon, jamais je n'ai rejeté le coupé décalé. Non, vous en faites justement la promotion, mais vous, c'est plus l'ambiance, vous l'avez dit. Ambiance, et puis j'aime être très musical aussi dans mes productions. Parce que pour vous, la chanson doit parler. Vous insistez là-dessus. Exactement, la mélodie, la parole, le texte, et tout en gardant le rythme. Parce que, vous savez, on est africain et on aime bien la danse. Quelle est la formation dans la carrière de Bébé Philippe? Quelle est la place de la formation? Très important, il faut dire, bon, déjà, moi, la musique est innée dans la famille, mais après, j'ai eu la chance de rencontrer mon père formateur, Freddy Assoba, auprès de qui je me suis perfectionné dans la musique assistée par ordinateur. Et j'ai fait aussi le lycée d'enseignement artistique juste pour perfectionner mon art, savoir lire et écrire la musique. Et ça vous apporte beaucoup le fait de maîtriser l'instrument et la chanson aussi? Oui. On y prend beaucoup de plaisir. Alors, après le concert au Palais de la Culture, le 2 décembre dernier, là, la date exacte maintenant, oui. Envisagez-vous des projets de grande envergure comme un concert au Parc des Expositions d'Abidjan, par exemple? Quel est votre plus grand rêve professionnel, Bébé Philippe? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Déjà, c'est... Le Parc des Expositions, par exemple? Pourquoi pas. Moi, j'ai pour habitude de dire que chaque chose vient à point nommé. Et moi, vu que je n'étais pas très présent sur la scène musicale, donc là, je suis revenu et avec l'équipe, on a décidé de
de faire le Palais de la Culture au moins chaque année. Mais je pense que dans un futur proche, on va tenter un plus grand coup, à force de travail, bien sûr. Le Palais de la Culture, il y a 1500 places, il y a la 4000 places. L'année prochaine, 4000 places, parce que vous célébrez vos 15 ans. 4000 places? Pourquoi pas, on verra bien, on verra bien. Et puis, j'ai vu que votre grand rêve aussi, c'est de pouvoir un jour prester aussi peut-être devant 10 000 personnes, vous l'avez dit. Exactement, de plus grandes salles et des salles aussi de renom, l'Olympia, Bercy, pourquoi pas, voilà, mais on y arrivera, Pourquoi pas, et moi aussi je voudrais partager un grand rêve avec vous, celui de nous aider à clore ce journal, pourquoi pas, Merci. Avec l'une de vos chansons que j'adore, l'hymne des miraculés. L'hymne des miraculés. Quand Dieu t'a donné. Quand Dieu te donne ça, c'est qu'il t'a donné. Il ne reprend jamais ce qu'il t'a donné. Souvent ça peut tarder, mais il va te donner. S'il lui-même a dit, oh, il va te donner à toi. Quand il te donne ça, il n'y a pas d'en bas dedans. Toi-même, tu es content, on the track, man. Et vous avez fait beaucoup de rois, on le voit. On va clore donc ce journal avec Merci. cette chanson. Vous avez donné le ton quand Dieu t'a donné. Je vous souhaite la paix, l'amour, la solidarité autour de vous. Et je vous retrouve avec le même bonheur demain 20h.